16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble aujourd'hui avec mon invité architecte du Broadway sur scène après les producteurs Le Roi Lion, Mamma Mia et tant d'autres, directeur général de Stage Entertainment France et du théâtre Mogador. Laurent Bentata vient nous voir pour sa dernière production, Chicago, portée notamment par la chanteuse Shaim au Casino de Paris. Et pour évoquer sa longue et jolie carrière artistique, l'occasion bien sûr de découvrir ou redécouvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Laurent Bentata. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur cette antenne. C'est la première fois qu'on se retrouve tous les deux dans cette émission. Je me souviens qu'on avait fait une émission il y a quelques années maintenant. C'était mes débuts avec Gwendal Marimoutou. Exactement. Pour Le Roi Lion. On avait beaucoup ri. Je ne sais pas si vous vous souvenez On va de essayer ça. de rigoler encore. Peut-être. C'est vrai. On va en parler bien sûr, parler de cette actualité, mais aussi on va tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, puisque c'est l'ADN de l'émission. Et on démarre par le début, toujours le début. Laurent Bentata, je crois savoir que vous êtes né un 11 août 1971 dans une famille, j'imagine, séfarade. Vous allez me contredire si c'est pas le cas. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Traditionnel, plein d'humilité, une famille modeste, mais avec des vraies valeurs autour de la fraternité, du partage. Voilà, dans une famille séfarade, je confirme, à Créteil, en région parisienne. Donc, ouais, une vie somme toute modeste, mais très agréable. Est-ce que vous avez une grande famille ? Non, j'ai Beaucoup qu'une de frères et sœurs. J'ai qu'une sœur, une grande sœur qui s'occupe de moi et qui me chérit parce que nos parents sont plus là, donc qui s'occupe de son petit frère. C'est joli ce que vous nous racontez là. Ça fait de vous quel genre de petit garçon alors, Laurent Bentata ? Espiègle, sérieux, assez timide au début, mais espiègle un peu, et puis sportif, et toujours volonté et curieux. J'ai toujours été curieux, intéressé par la culture générale, par la politique. J'adorais apprendre les ministres des gouvernements que je connaissais par cœur à l'époque. Quand vous êtes petit, c'est vos passions, la politique, ou vous avez un sens artistique qui se développe aussi ? Non, l'artistique, bien sûr, c'est ma passion, c'est mon quotidien, mais j'ai toujours aimé la politique, les rapports entre les gens, la possibilité d'essayer de convaincre, la force de conviction qu'on peut avoir, les convictions plus que les certitudes, parce que je confonds pas les deux justement, et c'est une vraie différence. La frontière est peut-être infime pour certains, mais elle est très importante pour moi. Ouais, c'est cette force de conviction qu'on peut avoir, que peuvent avoir certains hommes politiques, certaines femmes politiques, pour essayer de convaincre leurs futurs électeurs. On va voir qu'aujourd'hui, à votre manière, vous essayez de convaincre le public d'une autre façon. Mais Laurent Bentata, quel genre d'études vous allez faire ? J'ai fait beaucoup de la communication marketing et du commercial, parce que tout est mélangé pour moi. C'est-à-dire que pour être un bon marketeur, pour connaître un spectacle, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, ou un produit, quand on est dans l'industrie, il faut d'abord, avant de savoir le vendre, il faut le comprendre. Et il faut comprendre son public et la cible à laquelle on s'adresse. Donc c'est pour ça que les deux, le marketing et le commercial, est pour moi qu'une seule et même entité, et c'est ce qu'on a chez nous d'ailleurs, ce sont une seule et même entité, parce que pour connaître les envies de nos spectateurs, il faut aussi savoir leur parler. Votre cible, la toute première, on va en parler dans un instant, puisque c'est peut-être nos auditeurs. Vous débutez très tôt, à 23 ans, vous écrivez et produisez avec votre ami et complice Bernard Vitan votre première comédie musicale, Le sel et le miel, qui sera jouée pendant plus de 14 ans, je crois, à travers le monde, rassemblant plus de 230 000 spectateurs. Cette comédie musicale revient. Ce sera le 17 et 18 mars prochain aux Folies Bergères. Est-ce que vous serez de la partie ? Bien sûr. Alors, je suis ça avec autant d'affection. Je suis plus entre guillemets aux affaires. C'est vraiment Bernard qui gère ça avec une main de maître. Mais c'est notre bébé. Donc, on n'oublie pas un bébé, on le fait grandir. Et il aurait eu ça il aurait eu 30 ans déjà là. Donc, je regarde ça avec beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. Mais je ne suis pas dans le quotidien, mais je suis très informé de ce qui se passe.
Cette comédie musicale, il était écrit de l'étoile jaune à l'étoile bleue, une comédie musicale qui raconte l'histoire des crimes de masse et de tous les génocides contre le peuple juif. C'est un spectacle tout à fait d'actualité, si je puis me permettre, peut-être avec une mise à jour potentielle. Je pense que Bernard y a peut-être pensé, évidemment, pour avoir vu son dernier spectacle. Quelle émotion pour vous de faire peut-être revivre d'une autre manière, parce que vous n'êtes pas, comme vous dites, à l'œuvre, mais de faire revivre cette première fois, plus de 30 ans après, avec un spectacle, je le disais encore, un peu d'actualité. Et quel souvenir vous gardez de cette première le 5 avril 1994 ? Alors on va essayer de répondre au début, oui. J'ai envie de dire malheureusement, c'est d'actualité. Malheureusement parce que cette période de sel continue à nous piquer, à nous suivre, même si on a des périodes de miel. Je pense que la création d'État d'Israël en est une. Mais aujourd'hui, c'est vrai on sort d'une longue période de sel. Et c'est en cela que le message de ce spectacle est toujours présent. On bascule des deux. Et c'est ce qui fait le propre du peuple juif, c'est qu'on arrive malheureusement à passer avec une force de résilience incroyable des moments de ténèbres, pour avoir aussi et savoir profiter des moments de bonheur. Mais c'est vrai que là, on sort d'une période complexe qui est toujours présente par rapport aux conséquences, aux stimuli de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Mais ce spectacle, je pense que les gens ont envie de le revoir. Ça va nous ramener, alors ça nous ramène bien sûr à la création d'État d'Israël et toute cette période noire de la Shoah, mais elle fera écho. Ce qui s'est passé le 7 octobre, puisqu'on l'a appelé une seconde Shoah, nous ne l'oublions pas. Et je pense que ça va faire du bien de voir que l'aboutissement de tout ça était État d'Israël. Donc, espérons que l'aboutissement de tous ces malheurs qu'on a vécu et qu'on vit depuis quelques années seront un aboutissement, j'espère, beaucoup plus positif et lumineux et rempli de miel. De tout temps, Laurent, je crois que vous croyez fermement au potentiel du théâtre. Est-ce que vous avez déjà vu des esprits bousculés, changer après un moment de scène ? Oui, je pense que le théâtre est l'art essentiel pour moi, pour nous. Je pense que c'est un art qu'on devrait apprendre à l'école. J'ai cru qu'il y avait comprendre qu'il y avait un projet à un moment donné. Il a été un peu mis de côté, comme beaucoup de projets malheureusement en ce moment. Mais il devrait être indispensable pour les élèves, pour les étudiants, pour l'affirmation de soi-même, ne serait-ce que pour ça. Toute notre vie, on doit affirmer une position, on doit se faire voir, on doit se montrer, on doit s'imposer, on doit exister. Et c'est vrai que le théâtre vous permet de passer au-delà de ces frustrations, de ces petits problèmes de manque de confiance en soi qu'on peut avoir. Donc oui, le théâtre nous aide à nous surpasser quand on est sur scène et quand on est, puisque votre question s'adressait peut-être plus au public. Oui, je pense que les pièces fortes ou les spectacles forts, vous en gardez un souvenir éternel. Dans la continuité de votre carrière, on va revenir sur le sujet que vous évoquez, mais vous allez décider de poursuivre dans l'univers des médias. Vous rejoignez le groupe Lagardère en tant que directeur de clientèle, directeur du département sponsoring et partenariat de la branche radio. Quelques années plus tard, vous allez rejoindre Stage et vous allez gravir les échelons pour finir par être nommé directeur général. Et depuis près de 14 ans, cette société a connu un essor spectaculaire. On vous le doit, Laurent Bentata. Et votre marqueur, c'est la comédie musicale. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est à la fois un genre et un esthétique très exigeant, mais c'est celui qui mélange tous les arts de la scène. Et c'est ça qui me fait voyager moi, c'est-à-dire que savoir chanter, pouvoir assister à la fois à un spectacle de chant, un concert, de danse et de comédie, de théâtre, c'est ce que réunit la comédie musicale. Et c'est ça, cette promesse, c'est ça qui, moi, m'embarque avec un dénominateur commun, et en tout cas une colonne vertébrale, qui est l'histoire. Nous sommes des storytellers, comme les anglo-saxons le disent, et la comédie musicale, elle est là, elle est pour, bien sûr, la musique venant accompagner la narration, mais c'est cette colonne vertébrale liée à l'histoire qui nous embarque sur une scène avec des chanteurs, des danseurs, et c'est la comédie musicale pour moi par excellence, et ce genre unique, encore une fois exigeant, mais qui nous transporte, et moi qui m'a transporté dès mon plus jeune âge, à la que c'est le mien, mais après quand j'ai vécu à Broadway. Il y a eu beaucoup de succès pour les comédies musicales dans les années 2000. Après, elles se sont un peu plus tues. Depuis quelques années, il y a un regain avec un genre, je dirais, plus dépoussiéré qui a pris de la place dans l'art du spectacle. C'est un marché qui se porte bien aujourd'hui, vous diriez ?
Il est très concurrentiel. Je pense on parle d'une quinzaine, entre 15 et 20 spectacles cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une dualité. Il y a quand même une entité un peu bicéphale en France, puisqu'on a une comédie musicale à la française, hein, Le Roi Soleil, Les 10 Commandements et autres, qui est un modèle très français et uniquement français. Et on a le modèle anglo-saxon que nous portons chez Stage, que je défends au quotidien avec mes équipes. Et c'est ce modèle qui s'impose aujourd'hui en France, puisque quand on voit les pièces, les spectacles qui sont actuellement à l'affiche, on retrouve en majorité ces spectacles anglo-saxons ou cette forme anglo-saxonne, encore une fois, avec une histoire, des artistes polyvalents. Et souvent, en tout cas nous, c'est ce qu'on défend, un orchestre live, parce que la musique, elle ne peut s'entendre que si elle est live. Et je vous le confirme, que ce soit Cabaret, Sister Act, les producteurs, Le Roi Lion, Spamalot, Mamma Mia, Chicago, il y en a beaucoup. En tout cas, pour avoir vu certains spectacles, je confirme que c'est bien en live comme Chicago. Vous en avez produit combien au total, Laurent Bentata, des spectacles? Oula, je pense qu'il y en a 15 environ, une quinzaine, je pense. Une quinzaine, dans diverses salles, pas toujours dans les mêmes endroits. Alors, en général, à Mogador, puisqu'on est vraiment chez nous, et c'est cet écrin-là qui est pour nous idéal pour la comédie musicale, mais aussi bien à Marigny, au Théâtre de Paris beaucoup, avec Richard Caillat qui coproduit les producteurs avec moi et d'autres personnes, et le Casino de Paris. Alors, le Casino de Paris, c'est en ce moment, évidemment, avec Chicago, on va en parler dans un instant, mais aussi d'autres productions, pas seulement des comédies musicales que je voulais évoquer, au Théâtre Mogador, avec Dance Party, l'écran pop, mais aussi la médium Anne Tufigo, Les Signes de l'au-delà, j'aimerais vraiment beaucoup venir. Mon premier ballet, La Belle au bois dormant. Pour vous, Laurent Bentata, vous nous le disiez tout à l'heure, le théâtre, bien évidemment, il y a un message aussi politique, mais les comédies musicales, c'est pas seulement un genre théâtral, parce que cela balaye une cible plus large, un plus grand public. Est-ce qu'il y a aussi un message plus profond dans ces comédies musicales ? Il y a beaucoup de messages et on essaie pour moi de démocratiser le théâtre. C'est ça sert à ça. C'est-à-dire qu'on a un public effectivement très large. Sur Le Roi Lion, on est de 4 à 77 ans. Et cette œuvre, elle permet en tout cas, et si elle devait avoir qu'une vertu, ça serait celle d'ouvrir les portes d'un théâtre. Parce que malheureusement, les jeunes générations qui sont derrière leurs écrans le sont de moins en moins dans une expérience live, mais c'est des spectacles comme celui-ci, comme les comédies musicales comme Le Roi Lion, mais Chicago aussi, les producteurs qui attirent un public très jeune d'ailleurs, nous permettent justement d'ouvrir à des jeunes générations qui ne sont pas naturellement disposées à aller dans une salle de spectacle. J'imagine que c'est pas toujours évident au fur et à mesure des années, avec un spectacle comme Le Roi Lion, de pouvoir renouveler à chaque fois votre public. Comment vous faites ? On a un public qui change, hein, c'est évident. Là, aujourd'hui, on a environ 60% des gens qui viennent de province, de région. Alors qu'au début, quand on a commencé Le Roi Lion, il y a 5 ans, on était à 70% parisiens. Donc ça évolue, on change nos manières de communiquer, on change aussi la manière de parler aux gens. Et l'expérience, elle est là, et les gens viennent. Et ce spectacle ne désemplit pas, parce qu'on va finir, j'espère, la saison à plus de 85% de remplissage. Depuis 5 ans, je crois que c'est assez unique pour le souligner. Et on est bientôt proche, j'espère, l'année prochaine, en 26, on célébrera nos 2 millions de spectateurs. C'est merveilleux. En tout cas, pour la France, c'est incroyable de voir qu'un spectacle dure depuis autant de temps. Moi, je me souviens d'y être revenue il y a au moins 15 ans. C'était assez magnifique. C'était pour M6. Il y a un casting qui vient de s'ouvrir. J'aimerais juste que vous fassiez une petite demande à notre antenne parce que je connais plein de gens qui seraient ravis de participer à ce casting du Roi Lion. On tente un casting un peu ouvert. Donc, il faut écrire, aller sur le site du Roi Lion. Là-dessus, vous retrouverez toutes les informations sur notre page pour le casting. Et c'est ouvert à tous, pour tous les rôles, et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, pas pour renouveler, parce qu'on a une troupe de 51 artistes et ça tourne beaucoup. Il y a des gens qui restent 1 an, 2 ans, et on a envie de continuer l'aventure, et cette belle aventure qu'est Le Roi Lion encore. Donc on recherche des futurs talents, ceux qui viendront apporter leur talent justement sur la scène de Mogador. Vous pouvez écrire à audition au pluriel leroilion@gmail.com. J'en profite pour dire, parce qu'on avait reçu Gwendal Marimoutou qui expliquait que lui, il avait fait l'école Le Roi Lion en grandissant petit à petit pour devenir ce fameux Simba. Mais il y a aussi un modèle Mogador, et j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Qu'est-ce que c'est ? On a monté il y a 8 ans une école avec l'École Florent, qui s'appelle l'École Florent, la classe libre. Donc c'est adressé à des professionnels, des gens qui ont déjà un peu fait de théâtre ou de comédie musicale, et on leur apporte une formation accélérée de 10 mois à la comédie musicale. Pour tous les âges ? À partir de 18 ans.
à partir de 18 ans et on les forme. On en est à notre 8e promotion. Et la plupart sortent déjà et constituent les plus belles comédies musicales. Le premier rôle de Dira Van Hansen qui tient la scène du Théâtre de la Madeleine est un élève de chez nous. Jacques Price qui joue Billy Flynn sur Chicago et sort de notre première promotion aussi. Wow. À Mogador aussi sur le Roi Lion, on a des gens qui sortent de la classe libre, donc on arrive, on les forme au casting, on les forme à la danse, on leur fait des masterclass avec des Américains qui viennent. Donc on prend pas beaucoup de gens, c'est gratuit. Donc il y a un concours, mais c'est gratuit volontairement parce qu'on ne voulait pas que cette sélection se fasse sur une question de prix ou en tout cas de montant. Donc cette formation est gratuite, complètement gratuite. Vous en sélectionnez combien ? On est entre 8 et 15, mais parce qu'on veut assurer du sur-mesure et les suivre. Et on les suit du début jusqu'à la fin. Et ils font un spectacle incroyable au mois de mai-juin en général. Et encore une fois, tous ces gens, la plupart, ont trouvé du travail, mais immédiatement après, parce qu'on les forme au casting. C'est magnifique ce que vous nous racontez là. J'imagine que les sessions démarrent en début d'année, septembre. Ouais, tout à fait. Et puis ça dure donc jusqu'à la fin comme une année classique. Exactement. Qu'est-ce qu'un bon spectacle pour vous, Laurent Bentata ? Celui qui me transporte, celui qui me fait en sorte que j'oublie mes soucis. Et c'est lui qui me laisse une trace indélébile. C'est ce que j'appelle la différence entre le bon bouche à oreille et le très bon bouche à oreille. Le très bon bouche à oreille, c'est celui qui vous permet encore de parler du spectacle 2 mois, 3 mois, 1 an après. Le bon bouche à oreille, vous en parlez 1 semaine après, et puis après vous avez oublié. Et le très bon bouche à oreille, vous le gardez éternellement. Le Roi Lion, moi je me rappelle très bien de la première fois où j'ai vu le Roi Lion. Les gens que je vois actuellement, que je rencontre actuellement et qui me disent je n'ai pas vu encore le Roi Lion, je leur dis je vous envie. Oui. Parce que cette expérience, elle est unique, elle est émotionnellement unique. La première séquence, je dirais, quand on est dans la salle, on va pas spoiler, mais n'arrivez pas en retard. Ouais, c'est ça. Faut pas arriver en retard parce que on voit tous les animaux rentrer dans la salle comme ça. C'est vraiment sublime, sachant que les costumes sont, il n'y a pas de mots complètement créés pour ce spectacle-là. Formidable, ça gesticule, c'est magnifique. On a l'impression que l'homme est complètement emboîté dans ce costume-là. Mercredi dernier, Laurent Bentata, vous le savez, je suis allée voir pour la 2e fois la comédie musicale Les Producteurs que vous produisez. Et forcément, le titre m'a fait penser à vous, et par 2 fois dans le texte. Être producteur, c'est lire et lire encore. Est-ce que c'est vrai ? Ouais. Et là, j'ai énormément de dossiers, de projets sur mon bureau. Je m'en excuse auprès de toutes les personnes qui me l'ont envoyé, mais je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais il faut que je lise, et il faut lire et se projeter surtout, parce qu'après, c'est un pari. Avec ce qui semble être la règle, ne mets jamais ton argent dans le spectacle. Est-ce vrai ? Non, c'est faux. Ça, c'est Max Bialystock dans Les Producteurs qui dit ça. Notre ami Florent Père, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais ça, bien sûr, c'est pour le jeu de l'histoire de cette pièce de théâtre. Mais bien sûr qu'il faut, quand on croit à un projet, il faut investir. Comme dans n'importe quel projet, c'est bien aussi de s'impliquer personnellement en y mettant ses propres fonds, bien sûr. Ça a été votre cas sur quel projet, par exemple ? Sur le sel et le miel, on a mis un peu de notre argent, mais pas sur les projets stage, parce que c'est des projets très ambitieux. On parle de plusieurs millions investis. Et puis, c'est des projets ça, c'est des licences, ça qu'on reprend des spectacles qui existent déjà. Mais demain, pourquoi pas, bien sûr. Et c'est ça, on parlait tout à l'heure de conviction. Quelles sont pour vous les qualités essentielles d'un producteur, ou les vôtres, tout simplement ? Je pense que c'est déjà une capacité de travail énorme, parce que ça ne s'arrête jamais. Vous y êtes tous les soirs. Vous êtes tous les soirs quelque part. Ouais, mon moment de plaisir, c'est là où je me régénère au niveau de l'énergie. C'est l'entrée justement du Roi Lion. Comme j'ai mon bureau juste en bas de la scène, donc je descends et je fais le tour. Je vais voir aussi Chicago au début, les producteurs. Oui, parce que c'est pas loin. C'est l'avantage. Pas loin, j'ai la chance, j'ai le triangle musical, le théâtre de Paris, Casino de Paris et le théâtre Mogador. Mais c'est cette capacité de travail, et puis c'est cette empathie, parce que c'est beaucoup d'humain et c'est l'essentiel est dans l'humain. 200 personnes travaillent tous les soirs sur le Roi Lion, environ 70 sur Chicago, environ 60 sur les producteurs, et c'est du temps, c'est de l'écoute, c'est de l'humain. Sans l'humain, sans ces stars pour moi, que ce sont les équipes techniques qui travaillent derrière, le spectacle, le rideau ne pourrait pas se lever tous les soirs à 20h pour les 3 spectacles. Donc il faut être là, il faut écouter, il faut échanger, il faut faire avancer ces 2 grosses machines.
Laurent Mentata, après avoir conquis Broadway, Londres et le monde entier, le théâtre Mogador pendant 7 ans avec plus de 300 000 spectateurs, Chicago revient. La comédie musicale culte vient de s'installer au Casino de Paris. C'est jusqu'au 26 avril. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire de nouveau ce chef-d'œuvre-là, hormis le fait que ce soit un succès ? Parce que ce spectacle, il est iconique, parce que ce spectacle, il est unique. C'est tout ce que j'aime dans le théâtre. Il n'y a rien sur scène, sauf l'orchestre. Ce qui est déjà beaucoup. Pas de décor, pas de débauche d'esthétique ou de costumes et autres. Mais un livret incroyable avec des thématiques qui font écho à ce qui se passe aujourd'hui dans les manipulations de la justice ou des médias. Des artistes, une écriture ciselée, pertinente, percutante, des chansons incroyables, du jazz. Bob Fosse pour la chorégraphie, qui est quand même l'un des plus grands chorégraphes au monde, qui a marqué tout le XXe siècle. Donc c'est ça, et puis on fêtait nos 20 ans cette année. Stage fête ses 20 ans cette année, donc j'avais envie de reprendre un spectacle iconique qui nous a porté chance en 2018, et puis d'y associer 2 artistes. Alors, bien sûr une troupe une vingtaine d'artistes incroyables, mais 2 artistes qui tiennent le haut de l'affiche, donc Chaim et Vanessa Kayal notamment, mais aussi Jacques Price et d'autres, Waku, qui jouent Mama Morton. Mais d'aller chercher à la fois Chaim, qui fait ici sa première comédie musicale. Comment ça s'est passé ? Je l'ai rencontré, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, j'ai parlé du projet, puis c'est resté dans un petit coin de sa tête, et puis quand le projet n'était pas encore vraiment confirmé, puis quand c'est confirmé, je l'ai appelé et je lui ai dit viens. Et viens, mais par contre, j'aimerais bien que tu fasses le casting, parce que c'est aussi les équipes américaines qui vont te choisir. Et je veux être sûr que artistiquement, tu puisses répondre présent, parce que ce show est d'une exigence incroyable. Et elle a accepté les règles du jeu, et elle s'est mise au service du collectif. Elle s'est impliquée et intégrée complètement dans la troupe, et c'est un pur moment de bonheur. Ce spectacle, pour ceux qui ne le connaissent pas, Laurent Mentata, c'est une histoire actuelle qui a trouvé ses racines dans les années 20, inspirée par 2 histoires vraies. Et alors je me suis demandé, pour ne pas connaître ces 2 histoires, si tout était réel sur scène ou si bien évidemment ça a été un petit peu romancé, tout ce qu'on voit. Alors ça a été romancé, parce que heureusement qu'on n'a pas des tueuses comme ça dans la nature, parce qu'il y a quand même une scène où on retrouve 7 tueuses qui ont tué leur amant ou leur mari. Mais c'est inspiré d'une histoire vraie, d'une femme qui avait tué son amant. On est donc dans l'univers de Chicago qui mêle jazz, faits divers réellement advenus dans les années 20 à Chicago, avec des crimes passionnels comme vous le disiez, une satire sociale portée par des personnages emblématiques comme Roxy Hart, qui n'est pas le vrai nom dans la vie, qui a assassiné son amant, et Velma Kelly, auteur d'un double homicide monstrueux et démoniaque. Et la tendance est donnée dès le début du spectacle avec ces mots: mesdames, messieurs, bienvenue, vous allez assister à une histoire de meurtre, de cupidité, de corruption, de violence, de manipulation, d'adultère et de trahison. Toutes ces choses qui sont si chères à notre cœur, des sujets qui font bien sûr que cette comédie marche, on sait que c'est des sujets qui marchent, mais je voulais avoir votre regard sur autre chose, Laurent Mentata, pour être allé voir un spectacle qui m'a un peu heurté, dont je tairai le nom, mais bon, je l'ai un peu dit aux auditeurs. Ce spectacle connaît un grand succès, mais je remarque que davantage les auteurs, les producteurs ont besoin de choquer ou de bousculer sur scène. Est-ce que vous le ressentez dans vos spectacles ou dans d'autres d'ailleurs ? Non, je pense qu'il faut être honnête avec le spectateur. On peut essayer de choquer, mais il faut que ça soit bien fait. Et choquer pour choquer, non, mais il faut qu'il y ait un message derrière. Je pense qu'il faut qu'on laisse une trace émotionnelle. Choquer si derrière, encore une fois, il y a une qualité, il y a un propos, il y a un message qu'on laisse, il y a une cohérence dans le jeu, dans l'écriture, dans le livret. Mais choquer pour choquer, non, ça n'a pas d'intérêt. On pourrait dire que les producteurs peuvent être un peu choquants, parce qu'il y a des gens qui ont été choqués sur le 2e degré ou 3e degré qu'on a sur les gays, sur les juifs, sur les nazis. Mais c'est le propos de Mel Brooks, et c'est ce qui me plaît dans cet humour corrosif, et qui est un humour juif, qu'on assume complètement et que j'assume complètement. Les Américains, quand je leur ai dit que j'allais prendre la licence pour faire du Mel Brooks à Paris, au début, ils avaient peur. Oui, mais ce pays où il y a beaucoup d'antisémitisme, je lui ai dit, moi, je l'assume, je crois qu'on peut rire de tout quand c'est fait avec honnêteté. On parlera du message de Chicago dans un instant dans cette émission. Vous restez avec nous tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Et on revient avec Laurent Mentata, venu nous voir pour Chicago, porté notamment par Chaim au Casino de Paris. On revient dans un instant sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen.
7h30, passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, un responsable du Hamas, Hossam Badran, a déclaré que la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza ne pourrait pas commencer tant qu'Israël continue, je cite, de violer l'accord de paix. Il a appelé les médiateurs à faire pression sur Israël pour que le pays respecte ses engagements. Israël a mené récemment des frappes aériennes à Gaza. Tzal affirme qu'il s'agit de représailles contre des attaques visant des troupes le long de la ligne jaune. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu hier à la Knesset pour la première fois un projet de loi visant à réglementer les exemptions de service militaire pour les juifs ultra-orthodoxes. Depuis un an, les dirigeants Haredim réclament une loi leur permettant de maintenir en grande partie les exemptions militaires. Environ 80 000 jeunes ultra-orthodoxes en âge d'être enrôlés ne le sont pas. L'armée affirme pourtant avoir un besoin urgent de 12 000 soldats supplémentaires en raison de la guerre à Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar rencontrera demain à Washington le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ce sera leur 4e rencontre de l'année. Hier, Gideon Sa'ar a annoncé qu'il se rendrait ce soir à Washington pour une cérémonie avec le ministre bolivien des Affaires étrangères. L'objectif, rétablir officiellement leurs relations diplomatiques interrompues depuis le début de la guerre à Gaza. En France, Leïla Y, algérienne de 42 ans, est jugée aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour administration de substances nuisibles sur fond d'antisémitisme. Elle est en détention provisoire depuis sa mise en examen en février 2024. Leïla Y est accusée d'avoir contaminé volontairement des aliments et des produits cosmétiques dans la famille juive qui l'employait. Les juges ont décidé de retenir l'antisémitisme comme circonstance aggravante dans l'affaire. Inconnue des services de police, Leïla Y encourt une peine pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison et 90 000 € d'amende. Les députés vont s'exprimer aujourd'hui sur le projet de budget de la sécurité sociale en 2e lecture. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Laurent Bentata et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Lumière pour la vie. Allumage des bougies de Hanouka, mercredi 17 décembre à 19h30 à la Grande Synagogue de la Victoire. Avec le Magen David Adom, en partenariat avec le Consistoire de France et le Consistoire de Paris. Un moment unique de lumière et de solidarité avec un concert exceptionnel du cantor israélien Shai Abramson. Infos et réservations obligatoires sur mda-france.org. Mercredi 17 décembre 19h30, venez célébrer Hanouka et soutenir le MDA. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec mon invité aujourd'hui, Laurent Bentata, pour sa dernière production Chicago, portée notamment par la chanteuse Shaim au Casino de Paris. Évidemment, nous en parlions un peu avant la pause. Laurent, sur scène, ça chante, ça danse, ça chante encore en body dentelle noire sexy. Ça tue aussi pour divergence artistique, si j'ai bien compris. Sans ambiguïté, à la fois provocateur et humoristique, l'histoire campe autour de 2 femmes qui se retrouvent ensemble en cellule, en prison, et elles ont toutes les 2 un rêve, je dirais, exister par-delà la mort, mais aussi pour le show. Est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là ? Non, heureusement, non. J'espère bien. Pour le spectacle. Là, c'est le spectacle, c'est 2 stars. Hein. C'est des stars des barreaux, des stars des prisons aussi, hein, puisqu'elles sont en prison, et 2 stars des cabarets, puisqu'elles ne rêvent que de la gloire et de la lumière. Et c'est ce qui va les faire sortir de prison pour essayer de sortir de ce cycle infernal dans lequel elles étaient après un meurtre et vivre du succès. Donc c'est tout le propos de ce spectacle, avec cette manipulation encore une fois des médias et de la justice. Quel message vous retenez vous de ce spectacle où clairement on ne punit pas le crime, puisque toutes les 2 seront acquittées, on peut le dire, et elles
elles montent au rang de stars et ce sont quand même 2 meurtrières. Quel message vous voyez ? C'est un peu notre vie, non ? Je pense qu'il y a plein d'exemples autour de nous, où c'est pas forcément les meilleurs qui sont dans la lumière et c'est pas forcément les mauvais qui sont en bas et qui galèrent. Donc ça arrive aussi, mais c'est la vie, c'est comme ça et il faut l'accepter et essayer toujours de se donner une ligne conductrice. Mais c'est vrai que ce spectacle, après on tire le trait, on grossit le trait et c'est pour la scène. Mais c'est vrai que toute ressemblance avec des faits existants n'est pas pure coïncidence, souvent, des fois. Je pense notamment à aujourd'hui, avec notamment Norda Lelandais, qui fait les gros titres en ayant eu un enfant en prison avec une de ses admiratrices devenue conquête, ou encore sur Netflix, qui raconte l'histoire de Monique Olivier dans le documentaire L'affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier. C'est assez dingue de voir qu'on fait la promotion de gens qui ont eu des carrières, ou en tout cas des passages de vie assez difficiles. Dans ce spectacle-là, vous le dites, c'est la scène qui prend le pas plus que le message, et on voit ces 2 stars, 2 tueuses, stars du musical. Un rêve pour l'une et pour l'autre, c'est un peu plus acquis, qui vont devoir visiblement travailler main dans la main. Au départ, 2 ennemis, devenus peut-être meilleurs amis, vous diriez ? L'une était fan de l'autre à la base et l'autre voulait travailler seule et garder sa gloire et ne surtout pas ouvrir la porte à une prétendante qui pourrait lui prendre la lumière. Donc, mais après, elles comprennent bien qu'elles ne peuvent travailler qu'ensemble et qu'elles seraient plus fortes à 2. C'est ça le message aussi. Elles réussissent à 2, même si elles partent séparément et elles étaient sur un parcours assez individuel et autonome. Ce qu'on voit en effet, c'est qu'on se rend compte qu'un crime en remplace un autre, que chaque fait divers détrône le précédent. Elles vont devoir donc redoubler d'efforts pour exister, s'en sortir. Elles sont tenues, je tiens à le dire, clin d'œil par la Mama Morton, la surveillante en chef de la prison, qui leur extorque de l'argent pour les aider avec cette phrase: si tu donnes à Mama, Mama t'aidera. Passer un coup de fil pour $50. Elles ont un avocat commun, Billy Flynn, qui dit: mon truc à moi, c'est l'amour sous toutes ses formes, notamment l'amour de la justice, mais aussi de l'argent. Roxy alors cherche donc à être acquittée du crime de son amant, qui lui souffle sa défense pour l'avocat. Ils ont pris le flingue en même temps, et donc de là, évidemment, spectacle grandiose, la danse, la chante de nouveau, avec cette grande question finale: est-ce que Roxy va connaître la gloire judiciaire et la gloire dans sa carrière? Sera-t-elle encore plus seule après ou pas? Et retrouvera-t-elle son mari, Amos Ars? On va garder le mystère un peu secret pour nos auditeurs. Tout de suite, c'est la suite de cette émission avec du théâtre encore, et toujours du théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent Pendata, et bonjour à toutes et à tous. Alors ça va être du théâtre, de la musique et de la danse, parce que voilà, je fais le lien, mais ça va vous amuser, cher Laurent, parce qu'avec Chicago, la comédie musicale que vous présentez actuellement au Casino de Paris, nous assistons à ce que la musique et la danse offrent de meilleur sur une grande scène, avec, comme vous l'avez dit, une histoire forte, une partition magnifique qui a fait ses preuves et qui ne cesse de triompher depuis maintenant 40 ans à Broadway, à Londres et dans le monde entier. Le spectacle dont je vais vous parler aujourd'hui, vous le connaissez certainement, est aussi une comédie musicale, et son succès date aussi de près de 40 ans sans discontinuer. Il s'agit de La Cage aux Folles, une comédie, une pièce de Jean Poiret qui fut aussi adaptée au cinéma et qui traversa aussi l'Atlantique pour devenir une comédie musicale à succès à Broadway. Là, c'est l'inverse. Et cette comédie, elle revient à Paris, réécrite, elle a été écrite par des Américains. Elle est aujourd'hui adaptée en français par Olivier Py au Théâtre du Châtelet. Que reste-t-il de la pièce de Jean Poiret, Hélène, et est-ce que c'est la même histoire aujourd'hui? Alors à peu près, Cyrielle, à peu près, et en même temps c'est un petit peu différent parce que tout se passe dans le cabaret. L'histoire de La Cage aux Folles, en fait, c'est celle d'un couple d'homosexuels. Il y a Albin d'Izaza et Georges qui vivent avec leur fils qui s'appelle Jean-Michel. Albin le jour devient Zaza la nuit, car il se travestit dans un cabaret comme il en florissait tant dans Paris à la fin des années 70. Mais le fiston Jean-Michel veut se marier avec une femme. C'est là où le bas blesse, ce qui n'est pas dans les plans de ses parents. Et en plus, la jeune fiancée est la fille d'un homme politique très réactionnaire, appelé Dindon. Jerry Herman et Harvey Fierstein, les 2 producteurs américains et auteurs, avaient développé les personnages principaux pour faire de cette œuvre un manifeste qui chante la liberté d'aimer librement et d'être soi-même. On était à la fin des années 70. Aujourd'hui, Olivier Py, actuel directeur du Théâtre du Châtelet, propose un spectacle délirant, déjanté, très drôle, pour chanter aussi
la liberté d'aimer, qu'on soit homo ou hétéro, avec d'une bonne dose d'émotion en plus, parce que l'histoire se concentre sur l'homoparentalité dans une société encore conventionnelle. Et évidemment, c'est Laurent Lafitte qui interprète le rôle principal de Zaza. On l'a vu un petit peu partout, Laurent Lafitte. Oui, on l'a vu partout, mais c'est vrai qu'il est, je dois dire, totalement fabuleux, de talent et de naturel. En fait, il joue, il chante, il danse. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. C'est incroyable. Il est aussi à l'aise dans des duos amoureux avec Damien Bigourdan qui joue Georges, que dans des robes à strass et à paillettes qui descendent en talons l'immense escalier comme au Lido. On a l'impression d'être devant la Castafiore. D'ailleurs, Laurent Lafitte raconte qu'au début des années 2000, il est allé à Broadway, il a assisté à la représentation de La Cage aux Folles et depuis, il reste de jouer la pièce dont il adore la musique. D'ailleurs, ils sont tous formidables, comme dans Chicago, ces interprètes qui nous font pénétrer dans les coulisses de leur cabaret, ces danseurs déguisés en femmes, comme dans Cabaret de Bob Fosse. Lafitte s'y glisse avec la volupté gourmande d'un gros chat qui dévorerait le monde, sans aucune caricature. Hélène, est-ce qu'on peut recommander ce spectacle pour un jeune public et les familles ? Oui. Parce qu'en fait, c'est une production bon enfant. Les décors, la scénographie, les lumières sont spectaculaires. Le plateau tourne avec 3 décors, donc c'est un peu magique. La scénographie est incroyable. L'histoire, elle est simple à comprendre et très actuelle parce que aujourd'hui, les jeunes connaissent parfois des situations d'homoparentalité. Et puis, la musique est jouée en direct dans la fosse par l'orchestre des frivolités parisiennes. Ça pulse, ça claironne, les trompettes, les bassons, les saxophones, avec même un piano, un accordéon, sont à la fête. D'ailleurs, tout le théâtre du Châtelet est illuminé de rose, comme un message d'amour et de tolérance. La Cage aux Folles, c'est au théâtre du Châtelet jusqu'au 10 janvier 2026. Jouer tapis et passer à Zaza, quand même, c'est une prouesse. Mais c'est un super artiste que je connais très 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 bien. C'est l'un des rares artistes capables de prendre ce type de rôle. On a beaucoup parlé, on a beaucoup de projets ensemble avec Laurent d'ailleurs. Et c'est un artiste incroyable, c'est un homme incroyable. Et je pense qu'il porte très très bien ce rôle. Ça lui convient parfaitement. Et nous, on a beaucoup de nos artistes qui ont rejoint, qui ont fait une pause dans le Roi Lion et qui sont dans la troupe de La Cage aux Folles. Donc c'est bien aussi, ça veut dire que c'est un petit milieu et on s'aide, on s'entraide et on travaille tous ensemble pour justement le bien du public et le bonheur du public. Et c'est le plus important. Merci Laurent Bendatta, merci Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ariel Efraimi. Le billet du jour. Bonjour Ariel Efraimi. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent. Bonjour. La comédie musicale Chicago nous apprend qu'un bon avocat ne plaide pas, il chorégraphie. Et cette satire de la justice m'a parlé puisque je suis étudiant en droit. J'ai eu la chance de rencontrer de grands avocats, des gens brillants, capables de transformer un meurtre en quiproquo. C'est limite s'ils ne commencent pas leur plaidoirie par « Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle, merci d'éteindre vos téléphones, on va tenter un acquittement ». Et un juge m'a même confié un jour « Tu sais, mon petit déjeuner influe sur mes décisions ». Des années à étudier le droit, des concours, des formations interminables, pour qu'au final, un bol de choc à pic devienne un acteur majeur du système judiciaire. En France, on aime dire la justice est la même pour tous. En pratique, on sait aussi que si tu peux te payer un très grand avocat, tu pars dans la vie avec un léger avantage. Tu peux faire des folies. Si tu as les moyens de t'offrir un ténor du barreau, tu sais qu'au pire, tu découvriras la prison de la santé comme on découvre une chambre d'hôte. 10 jours, petit déjeuner inclus et beaucoup de journalistes à la sortie. Et c'est rassurant, notre société ne t'encourage pas à bien te tenir, elle t'encourage à bien facturer. Et puis, il y a la question de l'avocat. Aujourd'hui, un bon avocat, c'est quelqu'un qui parle bien, qui raconte mieux ton histoire que toi et qui pourrait vendre un acquittement comme on vend une assurance vie. Alors que l'examen du barreau, lui, est beaucoup plus académique. Je l'ai tenté, j'ai échoué. Mais si je l'ai raté, c'est pas parce que j'ai passé l'été à kiffer au lieu de réviser, non. C'est évidemment un acte fort, une performance militante. J'ai voulu, par mon échec, dénoncer le format de l'examen. C'est important d'avoir des principes, surtout quand on n'a pas les résultats. Et puis, il y a la justice du quotidien, celle qui te remet les pieds sur terre. Et récemment, donc je suis allé au tribunal et j'ai vu passer un père qui menaçait sa femme de mort. Et juste après, on a jugé un ancien dealer, surpris en train de fumer un joint. Ce dernier a pris 6 mois ferme. Même moi, j'en fume tous les jours des joints. Non, je plaisante, je suis asthmatique. Mais c'est quand même fou, du coup, ce séquençage des audiences. Tu passes de la tragédie à l'anecdote et c'est l'anecdote qui prend tarif. Ce n'est pas ton acte qui compte, c'est ton avocat, ton image, ton récit. C'est une justice qui essaye d'être juste, mais qui finit parfois par faire du stand-up malgré elle. Une justice humaine, donc faillible. Une justice où un bol de céréales a plus de pouvoir qu'un principe constitutionnel.
Une justice où l'argent peut acheter un peu de liberté. Merci beaucoup Ariel Efraimi pour cette chronique aux allures d'édito, je dirais, aujourd'hui. Merci beaucoup, on se dit évidemment à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Quelques petites répliques de cinéma, si vous le voulez bien, Laurent Bentata, pour recueillir un sentiment, une anecdote ou au mieux une émotion. La première, au théâtre, c'est sur ces silences qu'on juge un acteur, Jean-Pierre Mariel dans Les Grands-Ducs. Que diriez-vous de cette phrase ? C'est la vérité. Je pense qu'on a souvent trop peur de nos silences, alors qu'un silence est évocateur. Et un silence au théâtre, c'est énorme. C'est une phrase. Un silence fait partie du texte. Et on devrait jouer avec plus souvent. Une autre phrase. À ceux qui t'ont pris ton passé, ne leur laisse pas te prendre ton avenir. Waouh, il faut 2 heures là pour développer. Mais vous réfléchissez vite. Oui, non, mais oui. Moi, je me projette souvent. J'essaie de ne pas regarder dans le rétroviseur, mais c'est vrai que quand on a une frustration dans le passé, il y a toujours malheureusement des conséquences dans le futur. Et c'est pas un psy ou une personne qui a été sur les lits des psys qui vous dit ça, mais je pense qu'on a beaucoup d'explications de ce qui se passe dans le futur en regardant dans le passé. Une autre phrase à présent de Kung Fu Panda. Oui, c'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent on rencontre son destin. Waouh. Oui, mais le destin, moi qui suis un peu spirituel, est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce qu'il n'est pas justement la patte de quelqu'un ou de quelque chose ? C'est souvent ça, à mon avis. Il est écrit, tout ça est écrit. Même quand on veut pas y aller et qu'on y va ou qu'on n'y va pas parce qu'il faut pas y aller à notre sens. On a le libre arbitre, mais je pense que l'histoire est écrite déjà. À la recherche de Forrester, on s'éloigne de nos rêves parce qu'on craint l'échec ou pire, la réussite. Je pense que je sais plus qui disait ça. Je pense que c'est Mandela qui dit ça. Il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons. On ne se contente d'une vie sans bonheur parce qu'on a peur du changement. Ouais, ça aussi, c'est profond. Mais oui, il faut avancer. Et changer, c'est pas forcément négatif, au contraire. Mais le bonheur, je pense qu'on le définit nous-mêmes. On se fixe nous-mêmes nos règles. Et avancer, c'est déjà changer. Et il faut avancer. Une phrase que peut-être vous qui avez des rapports humains très importants avec vos équipes, vous pouvez dire « Ce n'est pas parce que tout ne marche pas tout de suite que rien ne marchera jamais ». C'est évident. C'est évident parce que si on en reste à ce postulat, on n'avance pas et on fait rien. Et encore une fois, faut avancer et il faut se tromper, il faut chuter pour se relever et apprendre. Parce qu'avancer, c'est apprendre. Et chuter, c'est apprendre. Encore une fois, c'est la même phrase que je répétais tout à l'heure de Mandela. Il n'y a pas d'échec. La dernière, le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Je pense que quand on a une force de conviction, quand on a une volonté, quand on a une motivation et surtout une passion, parce qu'on parle beaucoup de passion dans le spectacle, rien ne nous arrête. Laurent Bentata, quel est votre mantra ou cette phrase qui vous pousse au quotidien, qui vous permet peut-être de vous dépasser aussi ? Est-ce qu'il y en a une philosophie de vie qui vous accompagne ? C'est pas une philosophie, c'est une valeur pour moi qui est importante, c'est l'humilité. Et je pense que, surtout quand on fait des spectacles et on allume, oui, il y a beaucoup de lumière. Et quand on est producteur, on n'est pas dans la lumière et on ne se doit pas être dans la lumière. Donc c'est surtout ça qui m'habite, c'est de se dire que la star, c'est le spectacle. Et c'est ce que je dis même à des artistes connus, comme Chaim, comme Claudia Tagbois qui a travaillé, ou d'autres artistes. La star, c'est le spectacle. Donc, et c'est cette humilité qui est importante, pour moi, à mon avis, et qui contribue à m'accompagner tout au long de ma carrière. Laurent Bentata, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bon, à la fin de cette émission, comme toujours, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Les notes sont prises, Véronique Zana est prête, c'est à vous. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et ça démarre avec un calme, une douceur et ce temps que vous semblez mettre à votre service de réflexion. On est déjà sur une coordination entre avant et après. Et c'est incroyablement plaisant parce qu'on peut se glisser dans votre rythme. Alors oui, ça commence avec cette enfance traditionnelle, modeste, pleine d'humilité, très agréable au fond.
comme c'est éprouvé avec vous en ce moment. Et cette famille qui compte, et même si vos parents ne sont plus là, votre grande sœur qui reste là à vous materner, il y a quelque chose quand même de cette douceur qui est toujours là quelque part. Mais pas sans humour, espiègle et sérieux. Et là aussi, c'est une très jolie clé. Un peu timide et du sport. Donc, on ne met pas le corps de côté, il est quand même bien présent. Alors, curieux et passionné de politique. Alors, on a parlé de passion, on a parlé des grands messages, et vous avez amené quelque chose d'extrêmement important, la différence entre la force des convictions et les certitudes. Et bien évidemment, les certitudes, c'est une rigidité qui ne laisse pas la place à la créativité, alors que les convictions sont de l'ordre des valeurs, et ce sont des véritables points d'appui. Et vraiment, vous êtes extrêmement bien ancrés, et on sent que l'équilibre qui n'est pas forcément acquis repose quand même bien là-dessus. Marketing et commercial, comprendre le produit, le public, la cible, on a un discours bien rodé, mais qui n'est pas au détriment de l'humain, ce qui est quand même assez extraordinaire dans un discours qui pourrait être assez managérial. Vous ne laissez pas de côté l'humain, vous savez que c'est là l'essentiel, qu'on compte sur le savoir-faire de l'équipe, et que l'empathie, c'est une valeur, c'est un outil, on ne peut pas faire sans quand on fait un spectacle. Et encore une fois, vous y remettez un petit peu de ce côté de famille. Quand vous parlez de vos spectacles, on fait grandir le bébé et on ne le perd pas de vue, on garde un œil dessus et on a passé la main. Et j'ai été aussi charmée d'entendre que vos artistes, même quand ils ne sont plus avec vous, vous continuez de les suivre sur un autre spectacle. Donc quelque chose ne lâche pas, il y a vraiment toujours cette douceur, presque finalement un peu du côté du féminin, du maternel. Vous êtes vraiment bien déployés partout. Et vous conjuguez aussi, même dans les spectacles et dans l'art du titre, et peut-être la métaphore de nos époques, de passer de la période du sel à celle du miel. Et bien évidemment, on ne peut pas oublier que aujourd'hui, le sucré salé a peut-être même un petit goût d'amertume. Vous voyez, j'en perds un petit peu ma respiration, et ça, vous ne le laissez pas de côté. Et quand il s'agit de Ténèbres, la scène, qui est un retour à la lumière et au miel, c'est vraiment très important. Et là, nous revoilà sur la trace, très importante pour vous, car il n'y a pas que le bouche à oreille, il y a la manière dont le spectacle est venu s'imprimer la première fois qu'on le voit, et qu'on ne l'oublie pas. Et là, on a vraiment quelque chose de fort qui vient valoriser l'humain et même l'enfant, parce que finalement, la première fois qu'on a une surprise, est-ce que c'est pas ça qui laisse quelque chose dans le corps et qu'on a tout le temps envie de retrouver cette première fois ? Donc vous mettez vos spectacles au service des personnes. D'ailleurs, je me suis demandé si ces spectacles, ça pouvait pas être le vaisseau de la traversée dont vous avez parlé d'un état à l'autre. Et ces vaisseaux, ma foi, ils sont un peu des vaisseaux de compète. Donc c'est avec plaisir qu'on peut y aller. Qu'est-ce que vous nous avez encore amené ? Vous nous avez amené aussi le fait de dire que votre public change, qu'on est passé du côté très parisien à l'ouverture sur la province. Et ce qui veut bien dire que vous êtes vraiment extrêmement à l'écoute de ce public en mutation. Donc là aussi, vous n'êtes pas hors du temps, vous êtes bien à proximité des gens qui viennent vous écouter. Et ce qui est très important, c'est d'y croire. Alors beaucoup lire, bien évidemment. La lecture permet de se projeter et c'est quelque chose qui permet de nourrir les projets. Et quand on y croit, on s'investit et on y met de soi. Alors la grosse capacité de travail, je crois qu'on l'a extrêmement bien entendu dans tout ce que vous venez d'évoquer. Alors qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? Eh bien qu'on ne peut rien faire sans l'humain. Et que l'empathie et l'écoute, ce sont les outils pour un projet réussi. Et quand on y croit, on s'investit, on n'hésite pas, on y met de soi. Douceur, générosité, plaisir, l'articulation de tous les arts de la scène, c'est ce qui vous passionne. Et ça me fait penser aussi au cirque, qui manage un peu toutes ces qualités-là. Alors, un masculin espiègle, et hors de la brusquerie de ce monde, ce qui vient bien mettre en valeur le nécessaire de la culture qu'on voudrait mettre un petit peu à l'ombre. Alors, la réussite de la transmission, elle s'entend énormément, la filiation de l'humilité, la modestie, le travail, et cette marque que vous tenez à offrir,
et qui mémorisera le merveilleux comme jamais. Merci pour ça. Merci à vous pour une séance d'une thérapie en quelques minutes. Merci. En 1 heure. Merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Déjà. Laurent Bentata. Déjà, c'est passé très vite. C'est vrai. Vous êtes venu nous voir pour Chicago, que l'on retrouve au Casino de Paris. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Un mot de la fin qui vous revient. Vous dites ce que vous voulez. Faut que ça jazz. Waouh, on aime. Dans notre vie, faut que ça jazz. On aime. Merci beaucoup Laurent Bentata. Merci pour cet échange. À la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h évidemment avec un nouvel invité. Vous allez voir excellent le comédien Larry Benzaken pour son spectacle Noir, Juif et Born. Il était une fois Sammy Davis Jr. C'est le 19 janvier au Café de la Danse. On en parlera demain. Dans un instant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Dans un instant, ce sera le journal. Belle écoute et à demain sur Radio J.